Et si les machines que nous avons longtemps considérées comme les chefs-d'œuvre de l'esprit moderne existaient déjà il y a 2000 ans? Et si l'histoire de l'ingéniosité humaine n'était pas une ligne droite allant du primitif au moderne, mais un cercle dont le sommet a été atteint dans l'ombre de l'Antiquité, puis, d'une manière ou d'une autre, oublié? Imaginez un appareil en bronze dont les minuscules engrenages imbriqués sont taillés avec une telle précision qu'il peut suivre le mouvement du Soleil et de la Lune, prédire les éclipses des décennies à l'avance et marquer les cycles célestes bien avant que les premières horloges mécaniques ne se mettent à tic-tac en Europe. Ce n'est pas de la fantaisie. Il s'agit du mécanisme d'Anticythère, découvert dans une épave au large d'une île grecque, témoignage silencieux d'esprits qui dansaient autrefois au rythme du cosmos. Des siècles plus tard, les scientifiques modernes, armés de rayons X et de tomographie, ont retracé le cheminement de ces engrenages, révélant une sophistication qui étonnerait encore aujourd'hui les ingénieurs. Et pourtant, le mécanisme n'est qu'un début. À travers les déserts, les rivières et les villes oubliées, des reliques émergent qui semblent défier l'histoire elle-même. Des jarres en Mésopotamie, scellées avec du cuivre et du fer, laissent entrevoir un faible murmure d'électricité, suggérant que des mains auraient apprivoisé des courants invisibles bien avant l'invention de Volta. À Delhi, un pilier de fer imposant résiste à la corrosion, sentinelle du savoir humain qui perdure depuis plus de 15 siècles, remettant en question nos notions de ce que les mains anciennes pouvaient accomplir. Et dans la pierre silencieuse de l'Égypte, des récipients sculptés dans le granit avec une précision inférieure au millimètre témoignent d'un savoir-faire si méticuleux qu'il rivalise avec nos propres machines. Chaque artefact soulève une question plus profonde que sa fonction. Ce ne sont pas de simples outils ou ornements. Ce sont des fragments de pensée, des échos de l'intellect, des aperçus d'esprit capables d'imaginer l'impossible. Ils murmurent le génie humain qui transcende le temps, qui peut mesurer les cieux, manipuler la matière et peut-être même effleurer les courants de l'invisible. Et pourtant, il ne nous reste que l'absence. Pour chaque machine qui a survécu, il y en a peut-être eu 1000 autres, perdues à cause d'un incendie, d'une inondation, de la négligence ou de la lente érosion des siècles. Quelles connaissances ont disparu avec elles, quelle précision et quelle beauté nous sont aujourd'hui inimaginables. Ces reliques nous confrontent à une vérité obsédante. Le passé est peut-être bien plus riche que ne le laissent entendre nos manuels scolaires. Le génie de nos ancêtres n'est pas seulement de l'histoire, c'est un miroir qui reflète ce dont l'humanité est capable à son plus haut niveau et dans ce qu'elle a de plus mystérieux. Nous nous posons donc la question suivante. Si des machines d'une telle complexité, d'une telle habileté et d'une telle vision ont existé bien avant que nous ne le pensions possible, qu'est-ce que cela dit de nous ? Des limites que nous nous imposons, des histoires que nous oublions, des avenirs que nous pouvons encore imaginer ? Aujourd'hui, nous allons suivre ces machines à travers le temps, non seulement en tant qu'objet, mais aussi en tant que voix qui nous parle à travers les millénaires, nous invitant à écouter, à nous émerveiller et peut-être à comprendre la brillance oubliée de l'esprit humain. Si ce sujet vous intrigue, si vous pensez vous aussi que nos ancêtres étaient plus talentueux que nous le croyons, rejoignez notre famille, car nous explorons régulièrement l'histoire et le cœur de l'univers en profondeur. La mer a livré son secret lentement, couche après couche, siècle après siècle, comme si elle hésitait à révéler une vérité qui ébranlerait les fondements de l'histoire. Au large de la côte rocheuse d'une île grecque appelée Antikythera, en 1901, des plongeurs à l'éponge ont remonté non seulement des éponges et des coraux, mais aussi un trésor d'antiquité englouti, des statues, des pièces de monnaie, des coffres en poterie. Et parmi eux, cachés sous la corrosion et le sel, se trouvait un modeste amas de bronze, un ensemble de roues et de plaques corrodées, impossibles à distinguer des débris. Ce n'est que plus tard que les chercheurs ont réalisé que cet artefact abîmé n'était pas une curiosité ordinaire,
mais quelque chose qui allait remettre en question à jamais nos hypothèses sur la technologie antique. Aujourd'hui, nous l'appelons le mécanisme denticitaire, le plus ancien ordinateur analogique connu, une calculatrice astronomique fabriquée par des mains humaines il y a plus de 2 millénaires. Dans les galeries silencieuses du Musée archéologique national d'Athènes, les fragments de cette machine extraordinaire reposent derrière une vitrine, silencieux mais profond. En y regardant de plus près, on découvre au moins 30 engrenages en bronze imbriqués, chacun méticuleusement découpé et limé à la main, disposés dans un balai de mouvements d'une complexité déconcertante. Il ne s'agissait pas d'un appareil rudimentaire. Sa sophistication technique, rivalisant avec celle des horloges fabriquées plus de 1000 ans plus tard, était tout simplement miraculeuse pour un monde qui ne disposait ni de machines à vapeur, ni d'outils industriels, ni de métallurgie de précision moderne. Les origines du mécanisme font encore débat, mais la plupart des chercheurs situent sa fabrication entre 150 et 100 avant Jésus-Christ, au crépuscule de l'ère hellénistique, à une époque où la science grecque était à son apogée. Certains scientifiques suggèrent même que le dispositif pourrait dater de 205 avant Jésus-Christ. Quelle que soit l'année exacte, son âge signifie que toutes les technologies connues présentant une complexité mécanique comparable ne réapparaîtront que plus d'un millénaire plus tard dans les horloges astronomiques de l'Europe médiévale. Mais de quel dispositif s'agissait-il ? Imaginez une machine pas plus grande qu'une boîte à chaussures, composée d'une cascade de roues en bronze et d'engrenages dentés, autrefois logés dans un boîtier en bois et actionnée par une manivelle aujourd'hui disparue. Chaque tour de son plus grand engrenage correspondait à une année solaire, et chaque maillon de son mécanisme complexe était calibré pour calculer les cycles célestes avec une précision étonnante. Il s'agissait, en substance, d'un modèle informatique du ciel. La face, avant du mécanisme, était autrefois ornée de cadrans gradués et d'aiguilles délicates. Un cadran était marqué des 12 signes du zodiaque. Un autre affichait le calendrier solaire basé sur l'année égyptienne de 365 jours. De minuscules inscriptions faisaient allusion au rythme des jours et des mois, à la lumière du soleil et à l'ombre, au mécanisme caché du temps lui-même. En tournant la manivelle, on pouvait cartographier la position du soleil et de la lune par rapport au zodiaque, afficher les phases de la lune à l'aide d'une sphère semi-argentée et traduire les irrégularités de l'orbite lunaire en un mouvement de bronze. Mais il ne s'agissait pas d'un simple calendrier. À l'arrière du mécanisme se trouvaient plusieurs cadrans en spirale, des spirales célestes qui codaient des cycles d'une complexité époustouflante. Le cadran supérieur représentait le cycle métonique, un rythme céleste de 19 ans au cours duquel les phases de la Lune s'alignent avec le calendrier solaire, une notion découverte pour la première fois par l'astronome athénien Méton au 5e siècle avant notre ère. En dessous se trouvait la spirale de Saros, un cycle de plus de 18 ans qui permettait de prédire les éclipses du Soleil et de la Lune. Un cadran encore plus petit suivait le cycle des Jeux athlétiques, y compris les Jeux olympiques, reliant les événements cosmiques au cœur de la culture humaine. Ces calculs n'étaient pas superficiels. Ils nécessitaient un mélange exquis de géométrie, d'astronomie observationnelle, de mathématiques et d'ingéniosité mécanique, une synthèse que les chercheurs ne pensaient pas possible dans l'Antiquité avant la découverte du mécanisme. Le mécanisme denticitaire n'était donc pas seulement un instrument d'horlogerie, mais une mécanisation du cosmos lui-même, une preuve tangible que les scientifiques, philosophes et artisans de l'Antiquité avaient atteint les domaines abstraits de la théorie céleste et les avaient convertis en vérité mécanique. Il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie ponctuelle rapportée avec désinvolture dans un journal intime ou décrite dans un mythe. Dès les premières recherches, de grands esprits se sont penchés sur ces fragments. Au début des années 1900, l'archéologue grec Valérios Staïs, responsable de la collection du musée,
fut le premier à remarquer qu'un fragment de forme étrange contenait une roue dentée, une révélation qui allait mettre des décennies à être pleinement appréciée. C'est Derek G. de Solar Price, physicien et historien des sciences britanniques du milieu du XXe siècle, qui a vu au-delà du bronze incrusté. Price, en collaboration avec le physicien grec Charalambos Karakalos et d'autres, a commencé les premières investigations par rayons X de la structure interne du mécanisme dans les années 1950 et 1960. Sous la radiographie, les fragments opaques ont révélé de faibles inscriptions et des roues cachées, et Price a conclu que l'appareil était un calculateur astronomique dont la sophistication défiait toutes les idées préconçues sur l'ingénierie antique. Son livre « Gears from the Greeks » est devenu un ouvrage de référence pour comprendre cette création remarquable. Au début du XXIe siècle, de nouvelles équipes ont apporté des outils innovants à cette énigme. Le projet de recherche sur le mécanisme denticitaire, une collaboration internationale soutenue par le ministère grec de la Culture et une technologie d'imagerie avancée, a utilisé la tomographie 3D à rayons X et l'imagerie de surface pour cartographier les engrenages les plus internes avec un niveau de détail étonnant. Ces études ont révélé non seulement le nombre d'engrenages, aujourd'hui estimé à au moins 37, mais aussi des subtilités de conception qui laissaient entrevoir une ingénierie de précision qui n'avait plus été vue depuis plus de 1000 ans. En 2016, des scans ont permis de déchiffrer encore davantage les inscriptions anciennes, révélant des chiffres corrélés au cycle synodique de planètes telles que Vénus et Saturne, indices subtils suggérant que l'appareil aurait pu autrefois afficher les positions des planètes en plus de celles du Soleil et de la Lune. Des travaux ultérieurs menés par des chercheurs de l'University College London, sous la direction du professeur Tony Fritt, ont proposé des reconstructions complètes de l'ensemble du mécanisme, affinant les modèles précédents et démontrant comment les trains d'engrenage pouvaient représenter de multiples mouvements célestes à l'aide d'approximations rationnelles. Si tous les chercheurs ne s'accordent pas sur tous les détails, certaines études de simulation récentes suggèrent que l'usure et la déformation subie au fil des siècles sous l'eau auraient pu provoquer des blocages ou des glissements d'engrenages. Même ces débats soulignent à quel point l'ingénierie de cet appareil devait être extraordinaire. La simple possibilité qu'une machine puisse se bloquer après des siècles de corrosion implique qu'elle fonctionnait autrefois de manière fluide et précise, précisément parce que ses créateurs comprenaient l'harmonie mécanique d'une manière que nous commençons seulement à saisir aujourd'hui. Le mécanisme n'avait pas seulement une fonction utilitaire, mais aussi une dimension profondément philosophique. Dans un monde où les cieux étaient considérés comme ordonnés et intelligibles, où le temps lui-même était sacré et souvent lié au cycle divin, cet appareil incarnait la croyance que le cosmos pouvait être compris, et que cette compréhension pouvait être traduite en laiton et en bronze. Entre les mains de son utilisateur, peut-être un astronome, un philosophe ou un scientifique sacerdotal de l'Antiquité, tourner une manivelle n'était pas seulement un acte de calcul, mais un acte de communion avec l'univers. La littérature gréco-romaine, notamment chez des penseurs tels que Cicéron, fait référence à des merveilles d'ingéniosité mécanique, horloges, modèles astronomiques et prodiges mathématiques, ce qui suggère que le mécanisme denticitaire pourrait s'inscrire dans une tradition plus ancienne, aujourd'hui perdue. Il reste néanmoins le seul vestige physique de ce savoir-faire artisanal. Il est donc là, disséqué par la science moderne, ces engrenages figés à jamais dans l'écho de la curiosité humaine. Le mécanisme denticitaire refuse d'être une simple note de bas de page dans l'histoire. Au contraire, il se trouve au seuil de notre imagination, témoignant de la portée des esprits anciens. Des esprits qui, même sans moteur électrique ni tour industrielle, ont sculpté dans le bronze une carte du ciel et, ce faisant, ont posé une question qui nous hante encore aujourd'hui.
Si l'humanité a pu construire une telle machine avant l'ère commune, que savions-nous d'autre et avons-nous oublié? Dans les sables mouvants de la Mésopotamie, une terre qui a autrefois bercé les premières villes de la civilisation humaine, où l'écriture a été gravée pour la première fois dans l'argile et où les empires se sont élevés comme des mirages de chaleur, se cache un mystère qui résonne faiblement avec le fantôme de quelque chose que nous pensions unique à la modernité, l'électricité. 2000 ans avant qu'Alessandro Volta n'empile du cuivre et du zinc pour créer la première batterie en 1800 après Jésus-Christ, un humble pot en argile faisait peut-être exactement la même chose, produire un faible courant électrique. C'est l'énigme de la batterie de Bagdad, une relique qui remet en question la frontière entre l'artisanat ancien et l'expérimentation perdue. À première vue, cet artefact semble insignifiant. Haut d'environ 15 cm et ressemblant à d'innombrables jarres en poterie ordinaire que l'on trouve en Mésopotamie, sa véritable particularité réside à l'intérieur. À l'intérieur de son corps en terre cuite se trouve un cylindre en cuivre, roulé à partir d'une feuille de métal, et à l'intérieur de celui-ci, une tige de fer suspendue vers le bas, isolée par de l'asphalte durci ou du bitume. Le cuivre et le fer ne se touchent jamais, un détail crucial qui aurait semblé sans importance pour un archéologue du début du XXe siècle, mais qui aujourd'hui ressemble aux composants d'une cellule électrochimique élémentaire. Ce pot, ainsi que d'autres similaires, a été mis au jour en 1936 sur un site appelé Koujout Rabou, près des ruines de Ctésiphon, une ancienne métropole qui fut autrefois la capitale des empires, Parthes et Sassanides. Ces mondes ont précédé l'islam, la Renaissance européenne et même l'unification de la Chine par les Qin. C'étaient des civilisations de commerçants et de guerriers, d'astronomes et de scribes, loin de l'ère industrielle, de la vapeur et des câbles. Le premier chercheur à avoir attiré l'attention sur cet assemblage curieux fut Wilhelm König, archéologue autrichien et directeur du laboratoire du Musée national d'Irak à la fin des années 1930. König fut frappé par la configuration interne de la jarre, du cuivre entourant du fer, scellé avec de l'asphalte, une disposition étrangement similaire aux composants de base d'une cellule galvanique, un dispositif capable de produire un potentiel électrique s'il est immergé dans un fluide conducteur. L'hypothèse de König était audacieuse et sans précédent. Dans son article de 1938, A Galvanic Element from the Parthian Period, un élément galvanique de la période parthe, il a proposé que le pot n'était pas d'un simple récipient, mais plutôt une batterie primitive. S'il était rempli d'une solution acide, vinaigre, jus de raisin fermenté ou autre électrolyte, le cuivre et le fer agiraient comme des électrodes. Le liquide acide complétait le circuit et permettait aux électrons de circuler, générant un potentiel électrique entre les métaux. Pour une génération qui avait grandi avec l'idée que l'électricité était une découverte moderne, cette affirmation semblait presque hérétique. L'électricité n'était pas censée être ancienne. Elle n'était pas censée précéder de plusieurs millénaires le télégraphe et l'ampoule électrique. Pourtant, ici, dans la poussière d'un empire disparu depuis longtemps, se trouvait une configuration capable de générer un courant, faible, certes, mais réel. Des reconstitutions modernes l'ont d'ailleurs démontré. Des ingénieurs tels que Willard F. M. Gray, du General Electric High Voltage Laboratory dans le Massachusetts, ont construit dans les années 1940 des répliques du pot de König en utilisant du sulfate de cuivre comme électrolyte. Gray a enregistré une tension mesurable, même si elle n'était que de quelques fractions de volts, prouvant ainsi que, dans des conditions appropriées, une réaction électrochimique pouvait se produire. Plus tard, dans les années 1970, l'égyptologue allemand Arne Eggebrecht a mené des expériences similaires, remplissant une réplique de jus de raisin fraîchement pressé et obtenant environ 0,87 volts, ce qui est suffisant, du moins en théorie, pour électroplacer une fine couche d'argent sur une autre surface métallique.
D'autres tests informels ont confirmé ces résultats. Des répliques connectées en série, un peu comme les piles d'une lampe de poche, peuvent générer plusieurs volts. Des expériences télévisées, telles que celles menées par des équipes de vulgarisation scientifique, ont montré qu'un ensemble de 10 jarres reliées entre elles et remplies de solutions acides peut produire plus de 4 volts d'électricité, ce qui est suffisant pour galvaniser un petit objet métallique. Ces expériences stimulent l'imagination. L'électricité circulait dans un monde qui précédait les fils de cuivre, les dynamos et les galvanomètres. Malgré ces reconstitutions expérimentales intrigantes, le débat entre les chercheurs est vif et loin d'être clos. En archéologie, les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, et l'interprétation de la batterie de Bagdad reste très controversée. Les chercheurs traditionnels soulignent que le contexte de la fouille originale de Koenig a été mal documenté. Certains des pots associés semblent être des poteries de l'époque sassanide, peut-être postérieures à la date part proposée par Koenig. Sans contexte stratigraphique sûr et sans datation au carbone fiable, l'âge précis des pots reste ambigu et l'hypothèse d'une utilisation électrique intentionnelle devient plus fragile. Les détracteurs soulignent que la conception du pot ne comporte pas de connexions électriques sans équivoque. Le cylindre de cuivre ne dépasse pas du joint d'asphalte, ce qui ne permet pas de savoir comment les utilisateurs anciens auraient pu connecter un circuit avec les 2 électrodes exposées. Sans ces connexions, l'appareil ne pouvait pas fonctionner comme une batterie pratique. De plus, il n'existe aucune preuve archéologique connue d'objets de cette époque présentant des surfaces électroplaquées. Pas d'artefacts en argent plaqué or, pas d'outils électriques, pas d'inscriptions décrivant des phénomènes électriques. Sans cette preuve directe d'utilisation, l'hypothèse de la batterie reste spéculative. Des experts tels que Elizabeth Stone, professeure d'archéologie à l'université Stony Brook, qui a dirigé des fouilles en Irak après des décennies de conflits et de pillages, soulignent qu'aucun archéologue ne soutient l'idée que ces jarres aient été utilisées comme des batteries. Stone et d'autres affirment que les jarres pourraient être des récipients destinés à conserver des parchemins sacrés ou des incantations, similaires aux récipients trouvés dans la même région et associés à des rituels magiques protecteurs. Cette interprétation place les jarres dans un contexte plus conventionnel. Des objets à usage symbolique ou cérémoniel, et non des dispositifs proto-électriques. Pourtant, la simple possibilité que de tels objets puissent générer une tension électrique, aussi faible soit-elle, soulève une question troublante. Et si les esprits anciens avaient découvert le potentiel électrique bien avant la date indiquée dans nos livres d'histoire? Si nos ancêtres ont joué avec l'électricité de manière rudimentaire, dans quel contexte auraient-ils pu l'utiliser, spirituel, médical, décoratif ou symbolique? Et peut-être plus troublant encore, quelles connaissances possédaient-ils qui ont disparu parce qu'elles n'ont jamais été codifiées, enregistrées ou suffisamment diffusées pour survivre? On trouve des échos de cette possibilité dans les textes classiques. Les auteurs anciens décrivent l'utilisation thérapeutique des poissons électriques. Scribonius Largus, écrivant au 1er siècle de notre ère, note que les patients souffrant de gouttes ou de maux de tête étaient parfois traités par des décharges électriques provenant de raies, sorte de batteries naturelles rudimentaires issues de la mer. Cela démontre que même sans cellules galvaniques formelles, les peuples anciens avaient conscience de l'électricité sous une forme ou une autre, de ses effets, de ses dangers et de son potentiel d'influence sur le corps humain. Cette observation rend plausible l'idée que des expériences avec l'électricité auraient pu être envisageables, même si elles étaient rares. Pour en revenir aux jarres elles-mêmes, les archives archéologiques soulèvent d'autres questions. Plusieurs jarres similaires ont été trouvées dans la région, dont au moins 3 posées à l'horizontale, maintenues par des tiges métalliques, et d'autres remplies de matière organique décomposée. Certains récipients semblent avoir servi à stocker des papyrus enroulés
ou d'autres matières végétales plutôt que des cellules électriques. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle cet ensemble de jarres n'était pas principalement destiné à un usage électrochimique, même si certaines pouvaient fonctionner comme des cellules primitives si elles étaient manipulées d'une manière spécifique. Pourtant, l'idée même d'électricité antique captive l'imagination. Même si la batterie de Bagdad n'a jamais été utilisée dans la pratique, elle démontre que le concept d'exploitation des phénomènes naturels pourrait être beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait auparavant. Elle remet en question notre vision linéaire du progrès technologique et laisse entrevoir un monde où le savoir pouvait apparaître et disparaître sans laisser d'autres traces que des ombres. Si la batterie de Bagdad était en effet un sous-produit de l'expérimentation plutôt qu'une technologie intentionnelle, elle n'en reste pas moins un témoignage de la curiosité humaine, cette même curiosité qui a un jour conduit un archéologue allemand à regarder au-delà de l'utilitaire et à se demander si un pot pouvait être plus qu'un simple récipient. Mais si elle a été intentionnellement conçue comme une batterie, alors les implications dépassent largement les ruines poussiéreuses de la Mésopotamie. Les origines de la compréhension de l'électricité remonteraient à un monde autrement perdu dans la histoire. Nous nous retrouvons donc dans un domaine situé entre la preuve et l'imagination, où chaque hypothèse doit faire face au silence des anciens. Les peuples de la Perse parthe et sassanide bricolaient-ils l'électricité à des fins pragmatiques? Ou imposons-nous simplement des concepts modernes à des objets qui avaient une signification tout à fait différente à leur époque? Les jarres restent muettes dans les musées, ou ont été tragiquement perdues à cause des conflits et du temps. Mais leur héritage perdure sous la forme d'une question qui traverse l'histoire des sciences. L'humanité a-t-elle compris l'électricité bien avant que nous ne pensions qu'elle pouvait être comprise? Et si oui, quelles autres étincelles de génie ont couvé dans l'ombre du monde antique? Nous laissons donc la batterie de Bagdad sans réponse, un défi silencieux du passé qui nous invite à nous demander: les anciens expérimentaient-ils des forces que nous considérons aujourd'hui comme acquises, ou projetons-nous simplement le langage du présent sur un monde dont nous ne pouvons entrevoir la signification qu'à travers des fragments et notre imagination? Il existe des monuments qui témoignent de l'Empire, de la conquête et de la ruine. Il existe des reliques qui parlent de foi, de dévotion et de perte. Et puis, il y a le pilier de fer de Delhi, une sentinelle silencieuse, debout depuis plus de 1600 ans, exposé au soleil et à la pluie, au vent et à la poussière, mais refusant de succomber à la lente et inévitable consommation du temps lui-même. Dans un monde où le fer rouille et tombe dans l'oubli en quelques décennies, se dressait ici une colonne en fer forgé, solide, résistante et apparemment imperméable à la corrosion. Sa survie remet en question non seulement les hypothèses archéologiques, mais aussi notre façon même de concevoir la science des matériaux anciens. Ce pilier n'est pas discret. Il s'élève à plus de 7 mètres au-dessus du sol, s'effilant légèrement dans des proportions parfaites, une colonne métallique élancée au milieu des ruines de pierre du complexe Qutba Minar à Mehraouli, Delhi. Sa surface est gravée d'inscriptions en écriture brahmi, louant Chandragupta de Vikramaditya, le grand roi de l'empire Gupta, dont le règne a marqué ce que de nombreux historiens considèrent comme l'âge d'or de la civilisation indienne, entre 375 et 415 après Jésus-Christ. Le texte sanskrit célèbre les prouesses et le dévouement du roi, et implicitement la technologie qui a rendu possible la construction d'un tel monument. La première chose que les visiteurs remarquent n'est pas son inscription, mais son état de conservation extraordinaire. Malgré des siècles d'exposition à une atmosphère hostile, aux moussons et au contact humain, le pilier ne présente que de très légères traces de rouille, à peine suffisantes pour suggérer qu'une corrosion atmosphérique ait eu lieu. Pendant des décennies, cette conservation remarquable a été une source d'intrigues et même de mythes. Certains auteurs anciens, fascinés par le mystère, ont suggéré l'intervention de forces surnaturelles, d'autres ont évoqué des civilisations perdues,
ou des techniques cachées dépassant les connaissances humaines ordinaires. Mais lorsque l'on met de côté les spéculations et que l'on laisse le matériau lui-même parler à travers le travail méticuleux des scientifiques et des métallurgistes, le pilier de fer devient un témoignage non pas de magie, mais de l'ingéniosité et de la maîtrise empirique des anciens, enracinés dans des siècles d'artisanat pratique bien avant l'existence des aciéries ou de la science moderne de la corrosion. Pour comprendre pourquoi ce pilier défie ce qui devrait être une oxydation inévitable, nous devons d'abord comprendre ce qu'est le fer et comment il se dégrade. Le fer pur, si familier dans nos outils quotidiens, est intrinsèquement instable en présence d'humidité et d'oxygène. Les molécules de fer réagissent avec l'eau et l'air pour former des oxydes de fer, la rouille, un produit friable et cassant qui s'effrite, exposant le métal frais en dessous, ce qui entraîne une corrosion supplémentaire. Dans la plupart des environnements, ce processus consume le métal en quelques décennies. Les ponts, les poutres et même les artefacts enfouis finissent par succomber, à moins d'être protégés par des peintures, des huiles ou des conditions atmosphériques contrôlées. Pourtant, il existe un fer qui défie cette règle. Une analyse minutieuse de la composition du pilier révèle un matériau remarquablement pur, du fer forgé à très faible teneur en carbone et présentant une signature chimique frappante. Une forte proportion de phosphore, très peu de soufre et une absence de manganèse. Dans la sidérurgie moderne, le phosphore est généralement supprimé car il rend le métal cassant. Ici, dans l'Inde ancienne, il n'était ni éliminé ni considéré comme indésirable. Au contraire, le phosphore est devenu le gardien du métal, interagissant avec l'air et l'humidité pour former un film protecteur passif, microscopique à la surface. Ce film, un composé complexe connu sous le nom d'hydrate de phosphate d'hydrogène de fer, adhère fermement et empêche les couches plus profondes de fer de réagir davantage avec l'environnement. Le film est exceptionnellement fin, seulement quelques fractions de millimètre même après 16 siècles, mais il est durable. Ce comportement protecteur n'a pas été découvert par hasard. À partir de 1912, des scientifiques de diverses institutions ont commencé à analyser le pilier, intrigués par sa résilience. Les premières études chimiques ont établi que le métal était du fer forgé d'une densité d'environ 7,66 et qu'il était remarquablement exempt d'impuretés, soufre et magnésium, qui accélèrent la corrosion. Cependant, ce n'est qu'au début des années 2000 que le mystère a été abordé à l'aide d'outils analytiques modernes. À l'Institut indien de technologie de Kanpur, le scientifique Ramamurthy Balasubramaniam a mené des recherches à l'aide de la diffraction des rayons X, de la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier et de la spectroscopie Mössbauer afin de cartographier la chimie subtile de la couche superficielle. Son équipe a mis en évidence une interaction dynamique entre les oxydes de fer, l'épidochrocite, goethite, magnétite, et surtout les phosphates cristallins qui forment une couche protectrice autour du fer lui-même. Balasubramaniam a pris soin de corriger les idées reçues. Le pilier de fer n'est pas anti-rouille au sens miraculeux du terme. Il se corrode, mais si lentement et si uniformément que les dommages sont minimes et pratiquement invisibles sans instruments scientifiques. Ces analyses ont montré que la couche de rouille évolue avec le temps. Les oxyhydroxydes de fer amorphes initiaux cèdent la place à des formes cristallines plus stables et moins réactives. La présence de phosphore catalyse la formation d'une couche passive compacte à proximité du métal, stoppant ainsi la progression de la corrosion. Il a toutefois admis qu'un aspect restait mal compris. Comment les forgerons de l'Antiquité pouvaient-ils forger une structure en fer aussi grande et homogène, sans four ni méthode de coulée moderne? Cette question nous plonge plus profondément dans le monde antique, non pas dans le domaine des technologies perdues, mais dans les pratiques quotidiennes des artisans. Avant l'ère industrielle,
le fer était produit selon un processus laborieux et décentralisé. Des fours à charbon de bois chauffaient le minerai de fer jusqu'à ce qu'il devienne une masse métallique spongieuse contenant des scories, c'est-à-dire des résidus rocheux provenant du minerai lui-même. Des forgerons qualifiés martelaient ces masses à plusieurs reprises, éliminant les scories, soudant les couches entre elles et façonnant le métal par soudage à la forge, c'est-à-dire en le chauffant et en le martelant plutôt qu'en le coulant et en le moulant. Dans le cas du pilier de Delhi, des morceaux de fer forgés, pesant chacun jusqu'à 20 kg, ont été soudés par forgeage couche après couche pour construire le fût colossal de la colonne. Cette méthode a créé une microstructure riche en inclusion de scories qui, loin d'affaiblir le métal, ont contribué à ce qui allait devenir son micro-environnement protecteur. La teneur élevée en phosphore, qui serait contrôlée dans le fer moderne, semble provenir du minerai de fer utilisé et du processus de fusion au charbon de bois lui-même. En l'absence de flux de chaux, utilisé dans la fabrication moderne du fer pour éliminer le phosphore, le procédé ancien conservait le phosphore dans les joints de grains du métal. Au fil des siècles, au gré des cycles de humidification et de séchage du climat semi-aride de Delhi, la couche protectrice passive s'est lentement développée, couche moléculaire après couche moléculaire, devenant un bouclier contre la rouille. Les forgerons de l'Inde ancienne ne connaissaient peut-être pas les causes atomiques de la corrosion, mais grâce à des connaissances empiriques transmises de génération en génération, ils ont pu observer que certains minerais et certaines techniques de fusion produisaient un fer durable. Le résultat était un matériau qui, par accident ou par conception, avait une longévité bien supérieure à celle de la plupart des fers produits par la suite. Le contexte du pilier ajoute une autre dimension à son histoire. À l'origine, il ne se trouvait peut-être pas à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Certains historiens pensent qu'il a d'abord été érigé près d'Udayagiri, dans l'actuel Madhya Pradesh, puis transporté à Delhi par des souverains médiévaux tels que les Tomars au XIe ou XIIe siècle, après une conquête et le pillage qui l'a suivi, qu'il ait servi de symbole religieux, de démonstration de la puissance impériale ou de merveilles technologiques connues de ses créateurs. Les inscriptions le relient au culte de Vishnu et à la justification divine du pouvoir royal. Quoi qu'il en soit, son déplacement suggère qu'il était apprécié non seulement pour son fer, mais aussi pour quelque chose qui dépassait le matériel, un symbole de permanence dans un monde éphémère. Même les controverses scientifiques autour du pilier reflètent sa signification multiple. En 1969, l'auteur populaire Erich von Däniken, célèbre pour ses théories sur les anciens astronautes, a cité sa résistance à la rouille comme preuve d'une intervention extraterrestre. Lorsqu'il a appris par la suite que la corrosion existait bel et bien et que sa métallurgie était bien comprise, il a retiré cette affirmation. Ce qui subsista n'était pas un mystère, mais l'admiration pour une technologie qui combinait la chimie, l'environnement et le savoir-faire d'une manière que même les ingénieurs modernes trouvent instructive. Aujourd'hui, le pilier de fer de Delhi reste un laboratoire vivant pour les métallurgistes et les archéologues. Des échantillons de ces produits de corrosion révèlent une pellicule d'une épaisseur de seulement 1/20 de millimètre après 16 siècles, un témoignage microscopique de sa résistance. Des études comparatives avec d'autres objets anciens en fer, tels que les poutres du Temple du Soleil à Konark ou les piliers en fer dans d'autres régions de l'Inde, montrent qu'une résistance à la corrosion similaire n'est pas unique lorsque la composition et l'environnement sont alignés. Cela nous indique que le travail du fer dans l'Inde ancienne n'était pas malheureux ou primitif, mais empiriquement avancé dans certains domaines, en particulier dans la compréhension de la production de fer durable. Cependant, le pilier nous rappelle également que les connaissances dépendent du contexte. Ce qui a fonctionné ici, teneur élevée en phosphore, faible teneur en soufre, soudage à la forge répété, ne répondrait pas nécessairement aux besoins de toutes les cultures ou de tous les climats. La sidérurgie moderne
sacrifie la longévité au profit de la résistance et de la ductilité. Le phosphore rend le fer cassant, ce qui n'est pas souhaitable pour les poutres structurelles dans l'ingénierie contemporaine. Mais dans le monde antique, où les objectifs étaient différents, la permanence de la pierre et du métal était synonyme d'héritage et pas seulement d'utilité, le choix des matériaux et des méthodes a permis de créer un monument qui témoigne silencieusement du savoir-faire humain. Dans l'ombre du Koutba Minar, lui-même hommage à la conquête et au passage des empires, le pilier de fer se dresse comme un contrepoint. Là où la pierre s'effrite lentement et où les ruines s'écroulent, cette colonne métallique résiste. La rouille finira par l'emporter comme elle emporte tout, mais pas encore, pas ici. Pas sans la danse complexe de la chimie, du climat et des mains humaines qui l'ont forgé à l'époque des rois et des sages. Nous posons donc une fois de plus la question suivante. Lorsqu'un artefact défie ce que nous considérons comme inévitable, révèle-t-il des secrets perdus ou une reconnaissance perdue? Les forgerons de l'Antiquité savaient-ils exactement ce qu'ils faisaient ou suivaient-ils des traditions qui coïncidaient accidentellement avec les vérités les plus profondes de la chimie? Le pilier de fer de Delhi n'offre pas de réponse claire, seulement l'écho durable d'une civilisation qui savait, à force d'essais et de témoignages, comment faire parler le fer à travers les siècles, comme pour défier le temps lui-même. Maintenant, plongeons-nous dans les sables mouvants de Saqqara, la vaste nécropole qui a bercé les premiers chapitres de la civilisation égyptienne recèle un trésor d'échos de pierre. Ici, sous la forme imposante de la pyramide à degrés de Djoser et dans les recoins souterrains des passages funéraires, les archéologues ont mis au jour des dizaines de milliers de récipients, pots et bols en pierre, sculptés dans des matériaux aussi durs que le granit et le basalte. Ces récipients, dont certains remontent à 4000 avant notre ère, voire plus, offrent un aperçu d'une maîtrise ancienne de la pierre qui, aujourd'hui encore, remet en question notre compréhension de la technologie préhistorique. Ils sont silencieux. Ils ne font aucun bruit. Pourtant, par leur forme et leur symétrie presque parfaite, ils murmurent une habileté ancienne qui, aux yeux des modernes, semble presque impossible. L'histoire de ces récipients en pierre ne commence pas par le mysticisme, mais par des fouilles archéologiques. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des pionniers de l'égyptologie tels que Flinders Petrie, lui-même méticuleux chroniqueur des artefacts égyptiens anciens, ont mis au jour d'étonnantes cachettes d'objets en pierre. Près de la pyramide de Djoser, dans des chambres souterraines, des milliers de récipients en pierre ont été mis au jour. On estime que 30 000 à 40 000 pièces individuelles ont été récupérées rien que dans les galeries souterraines de la pyramide à degrés. Il ne s'agissait pas de simples objets utilitaires. Beaucoup étaient sculptés dans des pierres dures et denses telles que le basalte, la diorite, le schiste et le granit, des roches dont la dureté rivalise avec celle des outils en acier et qui sont totalement résistantes au façonnage simple. Pourtant, l'intérieur et l'extérieur de ces récipients étaient souvent lisses et symétriques, et les traces de coupe suggéraient une précision indéniable. Pour les ingénieurs modernes, cela constitue à lui seul une énigme. Le granit et la diorite occupent une place élevée sur l'échelle de Mohs de dureté des minéraux, souvent proche de 7. La même échelle utilisée pour mesurer la durabilité des pierres petites précieuses. Dans l'industrie actuelle, le façonnage de ces roches avec précision et symétrie nécessite des outils à pointe de diamant ou des machines lourdes. Pourtant, ces récipients, qui remontent aux périodes prédynastiques et dynastiques anciennes, ont été créés des milliers d'années avant que la roue ne soit largement utilisée en Égypte et bien avant que les outils en fer n'apparaissent dans les archives archéologiques. Le bronze dominait les outils de l'époque. Les ciseaux en cuivre et les pilons en pierre étaient les outils connus. Comment de tels outils ont-ils pu produire les degrés de rondeur, de concentricité et de cavités internes lisses que nous observons dans ces objets?
Cette question a suscité l'intérêt non seulement des égyptologues, mais aussi des ingénieurs et des métrologues, spécialistes de la science de la mesure, qui ont appliqué des techniques d'analyse de précision modernes à ces formes anciennes. Au cours des dernières années, un travail collaboratif impliquant un scan 3D haute résolution et une analyse géométrique a permis de quantifier ce que les premiers observateurs avaient remarqué de manière qualitative. Bon nombre de ces récipients en pierre présentent une précision géométrique extraordinaire, en particulier au niveau de leurs surfaces intérieures. Les mesures de circularité, le degré de proximité d'une section par rapport à un cercle parfait, et de concentricité, le degré de similitude entre les surfaces imbriquées partageant un axe commun, révèlent que certains récipients en basalte prédynastique présentent des tolérances qui rivalisent ou dépassent celles attendues pour des outils dépourvus de systèmes de guidage mécanique. Dans un artefact scanné, la cavité intérieure présentait des écarts de surface de l'ordre de quelques centaines de micromètres sur plusieurs centimètres, des chiffres comparables à ceux des composants usinés sur les tours industrielles actuelles. Ces valeurs ne sont pas aléatoires. Elles suggèrent une méthode de fabrication contrôlée et reproductible, non pas un éclatement aléatoire ou un façonnage grossier, mais un travail délibéré, voire systématique. Les implications de ces découvertes sont profondes. Les récipients en question proviennent de la culture Nakada, une société prédynastique de 4000 avant notre ère qui n'a laissé aucun hiéroglyphe écrit, mais qui a produit des artefacts culturels d'une sophistication remarquable. À cette époque, la fabrication de récipients en pierre est devenue une spécialité artisanale, les artisans consacrant des années à la maîtrise de la forme et de la technique. Et contrairement à la poterie plus simple, facilement façonnée à la main, ces récipients en pierre étaient sculptés, percés et polis, souvent à partir de morceaux de roche dure. Les découvertes archéologiques permettent de reconstituer la manière dont cela a pu être réalisé. Les peintures et les reliefs funéraires de Saqqara et d'autres sites anciens représentent des ateliers où les artisans façonnèrent la pierre à l'aide d'outils qui semblent rudimentaires selon les normes modernes. Des forêts tubulaires munies d'abrasifs durs tels que du sable de quartz, associés à des manches en bois lesté qui, lorsqu'ils étaient mis en rotation, pouvaient percer l'intérieur d'une forme cylindrique. Ces représentations correspondent aux outils physiques retrouvés. Des forêts en pierre et des fragments de perceuses qui correspondent aux trous et aux rainures observées sur la surface intérieure de certains récipients. Le mouvement suggéré par ces outils, une rotation répétitive en forme de 8, aurait permis, après un travail prolongé, de meuler progressivement la pierre dure. Mais ce n'est pas seulement le perçage qui était extraordinaire. Le polissage et la finition de ces récipients, à l'intérieur comme à l'extérieur, nécessitaient une série d'étapes abrasives soutenues. Les artisans devaient alterner des matériaux plus durs et plus tendres, affinant systématiquement la cavité intérieure jusqu'à ce qu'elle soit lisse et symétrique. Dans de nombreux cas, les parois des récipients sont si uniformément épaisses et circulaires qu'elles révèlent un contrôle de la forme que la plupart des observateurs modernes trouvent époustouflant. Cette précision a été quantifiée dans des études récentes qui ont appliqué des méthodes métrologiques empruntées à l'ingénierie industrielle moderne. À l'aide de mesures de dimensionnement et de tolérance géométrique, les chercheurs ont scanné des dizaines de récipients en pierre prédynastique et ont comparé leurs écarts géométriques par rapport à des formes mathématiques parfaites. Dans certains cas, l'écart par rapport à une forme circulaire idéale, la variation entre le pic et la vallée, était inférieur à 1 mm sur plusieurs centimètres de surface. Ces chiffres sont significatifs, car ils ne proviennent pas de machines complexes ou d'outils contrôlés par ordinateur, mais d'outils et de techniques disponibles il y a des milliers d'années. Cependant, l'interprétation de ces résultats n'est pas sans controverse. Certains chercheurs mettent en garde contre le fait de passer directement de mesures de précision
à des affirmations sur l'existence de machines anciennes inconnues. Lorsque des reproductions modernes de récipients en pierre sont fabriqués par des artisans qualifiés utilisant uniquement des outils analogues à ceux utilisés dans l'Antiquité, forêts lestées, abrasifs et rotation manuelle, les résultats peuvent correspondre de manière significative aux tolérances géométriques observées dans les artefacts anciens. Cela suggère qu'un haut niveau de compétence associé à un travail intensif pourrait expliquer bon nombre de ces formes sans avoir recours à des outils spéculatifs ou à des technologies perdues. Néanmoins, le fait que les répliques anciennes et modernes fabriquées à la main puissent atteindre une précision similaire ne témoigne pas d'un manque d'émerveillement, mais de l'aptitude de l'artisanat ancien, une intelligence humaine exprimée par un apprentissage patient et empirique. Outre la géométrie pure, des preuves archéologiques contextuelles viennent étayer cette histoire. Les récipients en pierre n'étaient à monter pas des objets utilitaires domestiques. Beaucoup ont été trouvés dans des tombes d'élite et dans des contextes rituels, ce qui indique une valeur symbolique ou cérémonielle. À Saqqara, des collections de récipients en pierre ont été enterrés comme objets funéraires, parfois des centaines ou des milliers dans un seul complexe, représentant potentiellement la richesse, le prestige ou des offrandes aux divinités. Leur présence dans les tombes aux côtés d'autres objets de luxe suggère qu'ils étaient appréciés bien au-delà de leur simple fonction de récipient. Ils étaient des objets de statut social, représentant peut-être la maîtrise des matériaux résistants de la nature. Cependant, malgré toute la précision qui attire l'attention des ingénieurs, il existe également des anomalies qui compliquent l'interprétation. Tous les récipients en pierre ne sont pas parfaitement finis. Certaines présentent une épaisseur de parois inégale, des marques d'outils irrégulières ou des imperfections correspondant à l'évolution des techniques au fil des siècles. Cela suggère une progression des niveaux de compétences et des traditions des ateliers, non pas une explosion soudaine et fragmentée d'une technologie étrangère, mais un long parcours d'artisans humains qui apprennent, expérimentent, s'améliorent et échouent parfois. La variabilité observée entre les récipients à travers le temps et l'espace reflète une dialectique entre l'intention humaine et le défi matériel. Un exemple particulièrement frappant provenant de la collection de Saqqara est le disque de Sabou, un objet en pierre peu profond à 3 lobes découvert dans la tombe d'un fonctionnaire nommé Sabou, datant approximativement de 3000 à 2800 avant notre ère. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un simple récipient comme les autres, sa forme inhabituelle, 3 lobes incurvés rayonnant à partir d'un centre, et la douceur apparente de ses surfaces témoignent d'une capacité artistique et technique rarement attendue dans des objets de cet âge. Les égyptologues le considèrent généralement comme un objet cérémoniel ou funéraire plutôt que comme un outil utilitaire, mais son savoir-faire artisanal souligne la tradition plus large du travail raffiné de la pierre. Les archives archéologiques plus larges montrent également que le travail de la pierre dans l'Égypte ancienne n'était pas statique, mais a évolué au fil des millénaires. Ce qui commence à l'époque prédynastique avec des bols en basalte et des jarres en diorite se prolonge dans les périodes dynastiques anciennes et l'Ancien Empire avec des récipients en pierre de complexité variable. Des ateliers se sont créés, les outils se sont diversifiés, et les artisans ont probablement transmis leur savoir-faire de génération en génération. Des preuves de l'existence de forêts, d'abrasifs et de techniques de polissage spécialisées apparaissent à la fois dans les découvertes physiques et dans les représentations iconographiques. Celles-ci racontent l'histoire d'outils modestes, utilisés avec une patience et une habileté extraordinaires, et non celle de machines inconnues ou d'une précision impossible à atteindre pour les mains des anciens. Pourtant, pour l'observateur moderne, il subsiste une tension entre admiration et incrédulité. Comment les artisans ont-ils pu sculpter des cavités internes parfaitement circulaires, avec rien de plus que des forêts lestées et des boues abrasives?
Comment ont-ils pu garantir une symétrie au millimètre près, sans système de guidage mécanique? Les analyses montrent que ces caractéristiques sont distinctives par rapport aux objets artisanaux classiques, mais que lorsqu'elles sont reproduites par des artisans qualifiés, utilisant des méthodes traditionnelles, des tolérances similaires peuvent apparaître. Cela suggère que les anciens Égyptiens abordaient leur art avec une profonde compréhension empirique du comportement des matériaux, affinée par la répétition et l'observation. Une intuition technique ancienne, fondée sur la pratique plutôt que sur la théorie. L'étude de ces récipients en pierre ne se contente pas de mettre en évidence les compétences techniques. Elle redéfinit notre compréhension des premières sociétés complexes. Elle nous rappelle que bien avant les pyramides monumentales ou les systèmes d'écriture raffinés, les humains se sont familiarisés avec les matériaux, ont mis au point des techniques et ont transmis leurs connaissances de génération en génération. Au lieu de considérer la précision comme une caractéristique exclusive des machines modernes, nous voyons dans les récipients de Saqqara l'écho de milliers d'années d'expérience cumulées, un continuum d'aspiration humaine façonné par la signification culturelle et les défis matériels. Dans les salles silencieuses de Saqqara, les récipients en pierre reposent, parfaitement banals pour l'œil non averti, mais profonds pour ceux qui mesurent leur circularité et leur harmonie concentrique. Ce ne sont pas des reliques de machines oubliées, ni la preuve de civilisations perdues aux technologies cachées. Ce sont des artefacts humains, témoignages d'un peuple qui a appris, grâce à un travail patient et à une observation méticuleuse, à tirer la perfection des pierres les plus dures de la terre. Et c'est dans cette prise de conscience que réside leur pouvoir durable, dans l'harmonie silencieuse entre l'intention humaine et la réalité matérielle, sculptée autrefois à l'aube de la civilisation, nous ne voyons pas un mystère non résolu, mais une maîtrise redécouverte. L'historien Joseph Needham, qui a consacré sa vie à documenter l'histoire de la science et de la technologie chinoise, a un jour observé que l'évolution de la technologie n'est pas linéaire, mais une accumulation de pratiques, d'idées et d'inventions, souvent indépendantes, mais curieusement en résonance à travers l'espace. La résonance décrite par Needham est évidente ici. Des civilisations séparées par des océans et des déserts parviennent à des prouesses similaires. Calcul précis, métallurgie durable et perspicacité mécanique, sans preuve de contact direct. C'est comme si l'esprit humain, confronté à des défis similaires, pouvait converger vers des solutions similaires, un phénomène que les philosophes modernes pourraient disqualifier d'innovation convergente. Mais les implications philosophiques sont plus profondes. Ces civilisations sont-elles vraiment isolées, ou pourrait-il exister une mémoire collective du savoir, un réservoir de connaissances qui émerge sous certaines pressions culturelles ou intellectuelles? Dans son Timée, Platon émettait l'hypothèse que le cosmos lui-même confère structure et ordre à l'humanité. Le monde a été créé par un artisan divin, et toutes les âmes vivantes participent à un fragment de cette raison éternelle. Peut-être ces anomalies, engrenages, fer résistant à la corrosion, pierre sans défaut, sont-elles les échos de ce principe universel, un alignement instinctif avec les lois naturelles qui attendent d'être découvertes, encore et encore, partout où l'esprit humain porte son attention. Considérons le point de vue philosophique de Gaston Bachelard, qui affirmait que l'histoire des sciences est l'histoire de l'imagination contrainte par la réalité matérielle. Chacune de ces réalisations anciennes, le mécanisme d'Anticythère, le pilier de fer, les vases de Saqqara, représente la négociation entre l'esprit et la matière. Ce ne sont pas des artefacts aléatoires, mais des manifestations du raisonnement humain calibrées par l'observation, l'expérimentation et l'aspiration. Et pourtant, bon nombre de ces techniques disparaissent, ne laissant que des fragments aux générations futures. Bachelard aurait pu dire que la connaissance est éphémère et que seuls les sédiments de la pratique subsistent pour la postérité, laissant entendre pourquoi certaines civilisations préservent l'innovation, tandis que d'autres la voient disparaître dans le mythe. Que signifie alors le fait que ces exploits
apparaissent indépendamment mais soient si remarquablement similaires? Les humains sont-ils guidés par des architectures cognitives universelles ou l'univers lui-même limite-t-il les solutions possibles à certains problèmes physiques? En d'autres termes, existe-t-il une main invisible qui dirige l'ingéniosité, non pas dans le sens de la conception, mais comme l'inévitabilité de la raison face aux limites matérielles? Prenons l'exemple d'Emmanuel Kant, qui a postulé dans sa critique de la raison pure que l'esprit humain structure l'expérience à travers des catégories innées. Si la précision, la symétrie et la logique mécanique sont des extensions naturelles de ces catégories, nous ne devrions peut-être pas nous étonner que des civilisations, sans lien entre elles par le temps ou le commerce, convergent parfois vers des solutions identiques. Mais il existe une autre tension. Ces réalisations, brillantes et éphémères, nous rappellent que la connaissance seule est fragile. Le mécanisme denticitaire a été perdu pendant des siècles dans l'obscurité sous les vagues. Les techniques de fabrication du fer résistant à la corrosion ont été oubliées pour être redécouvertes des millénaires plus tard. La maçonnerie de précision de Saqqara survit dans les monuments, mais la méthode a largement disparu. Les philosophes, d'Héraclite à Nietzsche, ont réfléchi à l'impermanence des efforts humains. Tout coule, rien ne demeure, et la maîtrise, si elle n'est pas continuellement pratiquée et transmise, se dissout dans les courants de l'histoire. Ces échos du génie antique soulèvent une question obsédante. Si des connaissances complexes peuvent naître indépendamment, qu'est-ce qui détermine leur survie? Est-ce la force des institutions sociales, l'utilité pratique de l'invention, la vision des dirigeants et des érudits, ou simplement le hasard? Les civilisations sont-elles les architectes de la continuité ou les conservateurs accidentels d'étincelles éphémères? La réponse est peut-être aussi énigmatique que les artefacts eux-mêmes. Le savoir naît et se perd dans l'interaction entre les aspirations humaines et la marche inexorable du temps, un alignement éphémère entre l'ingéniosité, les circonstances et la mémoire. Nous sommes donc amenés à nous demander, dans un monde où les civilisations conjurent indépendamment des mécanismes extraordinaires, des métaux résistants et des pierres parfaites, existe-t-il un principe universel qui guide l'innovation humaine? Ou sommes-nous simplement les témoins d'un miracle récurrent, éphémère, fragile et impossible à saisir pleinement? Les échos du génie se répercutent à travers le temps, nous incitant à imaginer ce qui a pu être perdu et à réfléchir à ce qui pourrait encore être découvert. Pendant des siècles, les historiens et les archéologues ont supposé que nos ancêtres étaient des préoccupés par leur survie. La nourriture, le logement, la sécurité. On pensait que leur ingéniosité ne servait qu'à répondre à des besoins immédiats. La chasse, la récolte, la roue pour transporter le grain. Pourtant, lorsque nous examinons des artefacts tels que le mécanisme denticitaire, nous entrevoyons un esprit qui dépasse les nécessités de la survie. Il ne s'agissait pas d'un outil destiné à la cueillette ou à l'agriculture, mais d'une machine conçue pour cartographier le ciel, anticiper les rythmes célestes et peut-être même prédire les éclipses. De même, considérez les récipients en pierre finement sculptés de Saqqara ou le disque de Sabu en Égypte, dont la forme trilobée défie toute explication purement fonctionnelle. Ils n'étaient pas conçus pour contenir de la nourriture, ni pour irriguer les champs, mais leur fabrication exigeait des efforts immenses, des compétences extraordinaires, des connaissances en géométrie et en propriété des matériaux, ainsi que de la patience. Ces objets suggèrent une profonde curiosité, un désir d'encoder une compréhension abstraite, qu'elle soit mathématique, astronomique ou symbolique, dans la matière elle-même. Ailleurs, la Chine ancienne offre des exemples subtils et méconnus. Les déclencheurs d'arbalètes en bronze et les mécanismes rotatifs à haut des tombes de la dynastie Han révèlent une compréhension précoce des principes cinétiques et du mouvement. Ceci n'était pas essentiel à la survie immédiate, mais il reflète une sophistication conceptuelle qui anticipe la pensée technique de plusieurs millénaires. À l'instar du mécanisme denticitaire,
Ces dispositifs ont été conçus pour observer, mesurer, expérimenter, afin d'étendre l'esprit humain à des domaines qui n'avaient aucune nécessité directe et pratique. D'un point de vue philosophique, ces artefacts nous obligent à reconsidérer ce que signifie être intelligent. La curiosité, l'imagination et l'abstraction sont aussi fondamentales pour le progrès humain que les outils de survie. Aristote a écrit que l'homme est un animal rationnel. Mais peut-être que la rationalité qu'il décrivait est indissociable de l'émerveillement. Cette envie de comprendre des schémas qui ne profitent pas immédiatement à notre corps, mais qui éclairent l'univers lui-même. Créer une machine qui reflète les cycles célestes, ou un récipient en pierre polie à la perfection, c'est aller au-delà de la survie. C'est affirmer sa maîtrise sur la connaissance elle-même. Et pourtant, l'intention ancienne reste insaisissable. Ces machines et ces objets étaient-ils des expériences pratiques, des outils rituels ou des méditations philosophiques en métal et en pierre? Leurs créateurs comprenaient-ils les mathématiques qu'ils encodaient ou étaient-ils guidés par des règles empiriques transmises de génération en génération? Ces questions planent comme des ombres sur chaque artefact. L'acte de création laisse entrevoir une civilisation capable d'une pensée libre de toute nécessité et remet en question l'hypothèse selon laquelle la préhistoire était purement primitive. Si nos ancêtres allaient au-delà de la simple survie, expérimentant des principes abstraits et des lois cachées du cosmos, alors il est tragique qu'une grande partie de ces connaissances ait disparu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des fragments, des morceaux de mécanismes, des outils cassés, des enregistrements partiels et des inscriptions éparses. La grande majorité de l'ingéniosité humaine n'a laissé aucune trace, perdue à cause de la dégradation, des conquêtes ou de la lente érosion du temps. Même lorsque nous trouvons un appareil, il est souvent en morceaux, nous taquinant avec des possibilités que nous pouvons à peine reconstituer. L'histoire de la technologie humaine est autant une histoire de disparition que de découverte. Prenons l'exemple des calculateurs hiéroglyphiques d'Antakya, découverts en Turquie au milieu du XXe siècle. Ces petits appareils à roues, de la taille d'une main humaine, sont gravés de séquences de symboles et d'encoches qui suggèrent une compréhension des fractions, de l'arithmétique modulaire et du calcul calendaire. Seuls des fragments de ces appareils ont survécu, souvent corrodés ou cassés, et leur fonctionnement précis reste hypothétique. Des chercheurs tels que le docteur Emre Kaptan, historien des sciences à l'université d'Istanbul, les ont comparés aux premiers abacs et tableaux de calcul mécanique, suggérant qu'ils faisaient peut-être partie d'une tradition informatique plus large dans le Proche-Orient hellénistique, mais aucun spécimen complet n'a survécu. Nous entrevoyons leur complexité, mais l'esprit qui les a conçus reste caché derrière le bronze fracturé. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les Amériques précolombiennes, des archéologues ont mis au jour d'énigmatiques horloges à eau et appareils astronomiques mayas à engrenages dans les ruines de Copan et de Palenque. Certains de ces mécanismes comportent des disques rotatifs, marqués des cycles lunaires et solaires, reliés par des engrenages rudimentaires en bois et en os. Les engrenages sont délicats et la plupart n'ont survécu que sous forme d'empreintes dans la boue durcie ou de restes carbonisés. Des chercheurs tels que le docteur Anthony Avni de l'université Colgate, une autorité en matière d'astronomie maya, soulignent que ces appareils révèlent une connaissance sophistiquée du mouvement des planètes, mais leur fonctionnement précis, leurs principes mathématiques et la séquence de leur rotation restent inconnus depuis des siècles. Nous savons qu'ils ont existé, mais nous ne pouvons pas les comprendre pleinement. En Chine également, des preuves fragmentaires témoignent d'une innovation étonnante. Les fouilles dans les tombes de la dynastie Han ont mis au jour des sphères armillaires et des globes célestes partiels destinés à modéliser les cieux. L'exemple le plus célèbre qui nous soit parvenu date du IIIe siècle avant notre ère
et est attribué à l'astronome Zhang Heng, qui a construit un sismographe capable de détecter les tremblements de terre lointains. Il ne reste qu'un seul sismographe complet dans les musées, mais des références dans des textes suggèrent que des dizaines de variantes ont pu exister, chacune adaptée et améliorée. L'absence de spécimens physiques laisse des lacunes, et nous ne pouvons qu'imaginer les ateliers qui ont dû les produire, les expériences répétées, les échecs écartés. Même dans le monde romain, nous voyons des traces de machines complexes fonctionnant à l'énergie hydraulique, telles que des scies à moulins, des grues de levage et des automates à chaîne, décrits par des ingénieurs comme Vitruve et conservés dans des fragments de relief et d'écrits. Ces merveilles mécaniques laissent entrevoir une tradition d'expérimentation en matière de transfert d'énergie, d'engrenage et d'hydraulique qui, bien que très répandue, a laissé peu de traces archéologiques. Un seul fragment survivant d'une scierie ou d'un automate à eau témoigne d'une pratique qui était autrefois probablement courante dans les centres urbains. D'un point de vue philosophique, ces fragments nous obligent à reconsidérer l'histoire elle-même. Walter Benjamin, réfléchissant à la nature de la mémoire et de l'art, a écrit que « L'histoire est l'amas des débris de l'activité humaine, et ce qui survit n'est souvent pas le tout, mais le fragment, choisi par hasard, par catastrophe ou par la perception de la postérité. En ce sens, l'archéologie est à la fois une illumination et une complainte. Nous découvrons des aperçus du passé, mais la tapisserie plus large, la continuité de l'innovation, reste largement inaccessible. Nous reconstruisons des histoires à partir de ce qui reste, mais nous devons toujours reconnaître le silence de ce qui a disparu. Il y a là quelque chose d'obsédant. Chaque engrenage brisé, chaque roue en bois carbonisé, chaque plaque de bronze corrodée est la preuve non seulement de ce que les humains ont pu accomplir, mais aussi de ce que nous ne saurons jamais complètement. Les calculateurs d'Antakya étaient peut-être capables de prédire les événements astronomiques avec une précision étonnante. Les disques mayas codaient peut-être les cycles des planètes inconnues de la plupart des Européens pendant un millénaire. Les sphères armillaires Han visualisaient peut-être la mécanique céleste avec une précision comparable à celle des instruments modernes. Et pourtant, la fragilité des matériaux, les aléas de la guerre et la négligence ont effacé la plupart de ces réalisations. En réfléchissant à cela, on se souvient des paroles d'Héraclite « Nul homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est pas le même fleuve et ce n'est pas le même homme. » La connaissance, comme l'eau, coule, change et disparaît souvent. Les artefacts que nous récupérons ne sont que des tourbillons temporaires, des aperçus de pensée, figés brièvement avant de se dissoudre dans le continuum du temps. La curiosité des anciens, leurs expérimentations, leur conception de principes complexes, est-elle peut-être bien plus riche que ce que nous pouvons reconstituer. Et pourtant, même dans leur état fragmenté, ces machines parlent, elles témoignent d'un monde où l'intelligence osait aller au-delà de la survie, où l'imagination se traduisait en matière, où la pensée abstraite trouvait son expression dans le bronze, le bois et la pierre. Elles remettent en question nos hypothèses selon lesquelles la complexité technologique est une marche linéaire et cumulative. Elles nous rappellent que l'histoire est autant une question de disparition que de continuité, et que le panorama complet de l'ingéniosité humaine pourrait nous échapper à jamais. Nous comprenons que le monde antique n'était pas un héritage passif de techniques de survie. C'était un laboratoire de curiosité humaine, d'audace et d'ambition intellectuelle. Prenons par exemple l'éolipile, décrit par Héron d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Souvent considéré comme la première machine à vapeur, il consistait en un récipient sphérique monté sur un pivot, dans lequel de l'eau était chauffée pour produire de la vapeur, qui s'échappait par des buses inclinées, générant une rotation. L'appareil d'Héron n'était pas destiné à la production industrielle. Il s'agissait d'une démonstration de principes physiques, d'une machine permettant de rendre visibles et tangibles les forces invisibles de la pression et du mouvement.
mais considérez les implications. Un ingénieur de l'Empire romain, sans aucune notion de thermodynamique telle que nous la comprenons aujourd'hui, a construit un rotor à vapeur fonctionnel uniquement grâce à l'observation, l'expérimentation et l'imagination. Léo Lipil incarne l'audace, un bond intellectuel dans des domaines que nous considérerions plus tard comme modernes. En Mésopotamie, les Sumériens et les Babyloniens ont fabriqué des horloges à eau sophistiquées, ou clepsydres, dès le XVIe siècle avant notre ère. Ces dispositifs régulaient le débit de l'eau pour mesurer le temps avec une précision remarquable, permettant aux prêtres et aux dirigeants de suivre les événements astronomiques, de réguler les rituels et de coordonner les pratiques agricoles. Certaines horloges à eau babylonienne ultérieures intégraient des engrenages complexes et des indicateurs flottants pour mesurer les heures, les mois et même les phases lunaires. Bien que les fragments qui subsistent soient modestes, petites tablettes d'argile gravées décrivant le mécanisme ou des composants en bois usé, ils témoignent d'une compréhension du contrôle mécanique, du chronométrage et de l'étalonnage qui ne sera pas surpassé pendant des siècles. L'ingéniosité ne réside pas dans l'échelle mais dans l'audace conceptuelle, l'esprit humain dans l'argile et le bois, l'ingénierie pour mesurer le rythme du cosmos lui-même. Plus à l'est, dans la Chine ancienne, l'ingénieur Zhang Heng a créé le premier sismoscope connu, un récipient en bronze capable de détecter des tremblements de terre à des centaines de kilomètres de distance. L'instrument contenait un pendule central et des leviers reliés à 8 têtes de dragon, chacune tenant une boule. Lorsque le sol tremblait, le mécanisme libérait une boule de la bouche du dragon appropriée dans la bouche d'un crapaud, signalant ainsi la direction du séisme. Réfléchissez-y. Pas d'électricité, pas de capteur moderne, mais un dispositif analogique pleinement fonctionnel qui traduisait des vibrations invisibles en signaux observables. Les archéologues et les historiens, dont Joseph Needham, se sont émerveillés de sa sophistication, soulignant qu'il fallait à la fois de l'ingéniosité mécanique et une compréhension conceptuelle de la propagation des forces naturelles, un saut mental audacieux en avance de plusieurs siècles sur son temps. Même en Amérique, l'ingéniosité s'est développée de manière indépendante. Chez les Nazca du Pérou, les ingénieurs ont créé d'énormes géoglyphes dans le désert, certains s'étendant sur des centaines de mètres, ce qui nécessitait un alignement précis et des lignes droites sur un terrain accidenté. Bien qu'il ne s'agisse pas de machines au sens conventionnel du terme, les méthodes et les outils d'arpentage nécessaires pour atteindre une telle précision, probablement des cordes, des grilles et des instruments d'observation, témoignent d'une ingénierie audacieuse. Ces conceptions ont peut-être codé des connaissances astronomiques, une importance cérémonielle ou des données calendaires, mais leur exécution technique reflète à elle seule une compréhension de la géométrie, de l'échelle et de la mesure qui rivalisent avec les pratiques modernes d'arpentage. D'un point de vue philosophique, ces réalisations remettent en question l'idée selon laquelle la créativité humaine est cumulative de manière strictement linéaire. On nous apprend à considérer l'histoire de la technologie comme une série d'étapes progressives, du bronze au fer, des moulins à eau aux machines à vapeur, des engrenages aux ordinateurs. Pourtant, Léo Lipil, les clepsydres babyloniennes et le sismoscope de Zhang Heng suggèrent que nos découvertes modernes étaient souvent des redécouvertes d'idées déjà entrevues et testées par les civilisations antérieures. Ce qui sépare l'Antiquité d'aujourd'hui n'est peut-être pas l'imagination, mais la survie des connaissances. Les fragments, les documents et les artefacts qui ont perduré suffisamment longtemps pour inspirer la réinvention. Le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel a écrit un jour que ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel. Dans le contexte de l'ingéniosité antique, cette affirmation prend tout son sens. Ce que les anciens imaginaient comme rationnel, la cartographie du temps, la détection des tremblements de terre, la mesure des cycles célestes,
se manifestaient dans une réalité tangible, souvent à l'aide des matériaux les plus élémentaires, l'argile, le bronze, la pierre, le bois. L'audace ne réside pas seulement dans l'exécution, mais dans le passage de la compréhension abstraite à l'expression matérielle, une caractéristique de l'intelligence qui transcende la nécessité pratique. Prenons également l'exemple des mécanismes de type Antikythera, récemment mis au jour dans des sites hellénistiques mineurs autour de la mer Égée, où des fragments de roues et d'essieux en bronze suggèrent l'existence d'assemblages d'engrenages anciens conçus pour des calculs que nous pouvons à peine reconstituer. Bien qu'incomplets, ces dispositifs indiquent que l'expérimentation des engrenages et du calcul mécanique était peut-être beaucoup plus répandue qu'on ne le pensait auparavant. Les créateurs ne comprenaient probablement pas pleinement toutes les relations astronomiques codées dans ces engrenages. Mais ils ont quand même tenté l'expérience, faisant preuve d'un courage intellectuel. L'implication philosophique est troublante. Les êtres humains, même dans des sociétés que nous considérons comme primitives, dépassent constamment l'horizon de leurs besoins. Leur curiosité les pousse à expérimenter, produisant parfois des dispositifs qui anticipent des connaissances et des applications qui ne verront le jour que plusieurs siècles plus tard. Et pourtant, une grande partie de cette audace s'est perdue dans la nuit des temps, ne survivant que dans des fragments et des écrits qui font allusion à des expérimentations plus larges. Nous sommes confrontés à une question difficile. Sommes-nous le summum de l'ingéniosité humaine, au sommet d'une montagne cumulative de réalisations, ou simplement les héritiers d'un génie qui est apparu, a disparu et est réapparu au cours des millénaires? Chaque artefact qui a survécu nous rappelle que les limites du possible ne sont pas définies par les matériaux ou les circonstances, mais par l'imagination, l'audace et le courage de tenter l'impossible. Sommes-nous en train de découvrir de nouvelles frontières de l'intelligence humaine, ou simplement de retracer les pas franchis il y a longtemps par des esprits aussi audacieux, inventifs et visionnaires que les nôtres? L'un des exemples les plus extraordinaires est le mécanisme d'Antikythère. Des chercheurs tels que le professeur Tony Frith et l'Antikythera Research Project ont reconstitué ses fonctions grâce à l'imagerie par rayons X et à la modélisation informatique, révélant un dispositif qui n'est pas seulement mécanique, mais aussi philosophique, une machine construite pour refléter le cosmos. Elle incarne la compréhension que la vie humaine, les rituels et la gouvernance peuvent s'harmoniser avec l'ordre céleste. Loin à l'est, le sous-continent indien fait preuve d'une ambition similaire. Les astronomes anciens des périodes Maurya et Gupta ont conçu des systèmes calendaires complexes et des tables astronomiques qui guidaient les observances religieuses, les cycles agricoles et la vie civique. Des dispositifs tels que les observatoires Jantar-Mantar, bien que construits des siècles plus tard, reflètent une lignée d'instruments de précision conçus pour cartographier le Soleil, la Lune et les étoiles. Des chercheurs tels que le docteur Subhash Kak ont noté que les astronomes indiens possédaient des algorithmes pour calculer le mouvement des planètes plusieurs siècles avant que des connaissances similaires n'apparaissent en Europe. Là encore, nous voyons l'ingéniosité mécanique et conceptuelle appliquée non pas pour une utilité immédiate, mais pour synchroniser l'existence humaine avec les rythmes cosmiques. Dans les Amériques, la civilisation maya démontre une motivation analogue. Bien que moins complexe sur le plan mécanique que le mécanisme d'Antikythère, les Mayas ont construit des calendriers à engrenages et rotatifs, notamment les cycles Tzolk'in et Ab, afin de suivre les mois lunaires, les années solaires et les cycles vénusiens. L'archéologue Anthony Aveni a fait valoir que leur précision numérique et observationnelle ne reflète pas une simple obsession rituelle, mais une conscience mathématique et astronomique sophistiquée. En codant les cycles célestes à la fois dans des monuments en pierre et dans des instruments portatifs, les Mayas ont transformé des modèles cosmiques abstraits en outils permettant de comprendre le temps lui-même.
Même en dehors des dispositifs explicitement conçus pour le calcul, l'architecture ancienne reflète une intention similaire. Prenons l'exemple des complexes temples d'Angkor Wat ou des pyramides d'Égypte, alignés méticuleusement avec les solstices, les équinoxes ou les étoiles circumpolaires. La précision avec laquelle ces structures marquent les événements célestes suggère une compréhension philosophique de l'existence humaine par rapport à l'univers. Les structures elles-mêmes deviennent des machines, non pas composées d'engrenages et de leviers, mais de pierres et d'ombres, mesurant le temps, le mouvement et la perception humaine en accord avec les cieux. Cela soulève une question philosophique profonde. Si les humains des millénaires passés pouvaient construire des machines et des monuments pour cartographier le cosmos, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de l'intelligence et de l'aspiration? Pour les anciens, la connaissance était indissociable du sens. Comme l'a observé le philosophe grec Platon dans le Timée, l'âme du monde est ordonnée selon la raison et toutes choses suivent un modèle divinement établi. Des machines telles que le mécanisme d'Anticythère ou les calendriers mayas sont l'incarnation de ce modèle, des tentatives tangibles de s'engager dans la structure rationnelle de la réalité elle-même. Elles ont été conçues pour révéler l'harmonie, prédire la récurrence et permettre aux êtres humains de participer, même brièvement, à l'ordre cosmique. Même les petits dispositifs fragmentaires témoignent de cet alignement. Des archéologues à Babylone ont découvert des assemblages d'engrenages partiels liés à des horloges à eau et à des cartes stellaires, montrant que la mesure du temps et l'observation astronomique étaient étroitement liées. De même, en Chine, des sphères armillaires et des globes célestes, dont certains remontent à la dynastie Han, ont été conçus pour simuler le mouvement des planètes à des fins d'observation et de rituel. Les travaux de Joseph Needham documentent ces innovations, soulignant que la précision des mesures était indissociable de l'objectif philosophique d'aligner l'activité humaine sur les lois célestes. L'observation plus large est claire. La technologie antique reflétait autant les aspirations et l'imagination humaine que les besoins pratiques. Les engrenages en bronze, les pierres low polies, les disques rotatifs et les monuments alignés témoignent tous d'un désir, partagé par toute une civilisation, de comprendre des forces bien plus grandes que la survie immédiate. Mesurer le temps, l'espace et même le destin lui-même. Les anciens comprenaient que la maîtrise du cosmos pouvait apporter plus que des connaissances. Elle pouvait fournir une orientation, une cohérence rituelle et un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que l'expérience humaine éphémère. Et pourtant, ces dispositifs mettent également en lumière un paradoxe. Ils témoignent d'une maîtrise, mais aussi d'une limitation. La tentative humaine de capturer l'infini dans des matériaux finis. Même le mécanisme le plus sophistiqué, comme celui d'Anticythère, n'est qu'un modèle fragmentaire, une simulation partielle de la complexité vaste et en constante évolution de l'univers. En essayant de prédire les événements célestes, les anciens reconnaissaient à la fois le potentiel et l'humilité de l'ingéniosité humaine. Ils recherchaient l'harmonie avec le cosmos, non pas pour le dominer, mais pour y participer, pour comprendre leur place dans le grand dessein. L'implication philosophique est obsédante. Une machine, aussi précise soit-elle, peut-elle vraiment mesurer plus que les mouvements des étoiles? Peut-elle mesurer l'aspiration humaine, la curiosité et l'émerveillement qui ont inspiré sa création? Peut-être que les artefacts eux-mêmes sont la mesure, les engrenages, les alignements, les rotations, autant de preuves que l'ambition humaine a toujours cherché à refléter le cosmos. Nous construisons non seulement pour connaître, mais aussi pour participer. Nous construisons non seulement pour prédire, mais aussi pour comprendre. Lorsque nous tenons un artefact de l'Antiquité, une roue en bronze, un train d'engrenage carbonisé, une tige corrodée, nous saisissons l'écho de la pensée d'une civilisation. Mais ce que nous tenons n'est jamais complet. Dans tous les cas d'ingéniosité antique, les archives archéologiques sont incomplètes
et les chercheurs sont contraints de lire entre les lignes et de déduire la réalité à partir de fragments. C'est dans cette lacune interprétative que la science rencontre l'humilité, où ce que nous ne savons pas devient aussi profond que ce que nous savons. Prenons l'exemple du mécanisme denticitaire, souvent considéré comme le premier ordinateur analogique au monde. L'imagerie et la reconstruction moderne ont révélé sa capacité à suivre les mouvements du Soleil et de la Lune, à calculer les phases lunaires et même les cycles d'éclipses grâce à des spirales calibrées et des engrenages en bronze imbriqués. Pourtant, comme le soulignent des recherches récentes, il reste des inconnues cruciales. Tous les fragments du mécanisme n'ont pas été placés, et la configuration complète de ces trains d'engrenage, en particulier ceux qui auraient pu représenter le mouvement des planètes, fait encore l'objet de débats. Une pièce insaisissable, connue sous le nom de fragment D, pourrait indiquer les protubérances manquantes d'un indicateur du cycle lunaire draconique, un composant essentiel à la prédiction complète des éclipses qui n'a pas encore été définitivement reconstruit. Sans lui, nos modèles de fonctionnement complet du mécanisme restent spéculatifs plutôt que définitifs. Même après des décennies d'imagerie, de reproduction et de modélisation informatique, rien dans les archives archéologiques ne nous permet de savoir si le mécanisme denticitaire était unique ou s'inscrivait dans une tradition plus large de calcul mécanique. Le silence de l'histoire, aucun traité ne décrit sa construction, aucun registre d'atelier, aucun catalogue systématique d'appareils similaires, laisse un vide béant entre la complexité que nous observons et les conditions culturelles qui l'ont produite. Les historiens peuvent émettre des hypothèses sur les raisons de la disparition de ces connaissances, guerres, bouleversements économiques, remplacements culturels. Mais ils ne peuvent en être certains. La batterie de Bagdad présente un autre type de lacune. Lorsque des jarres en argile munies de cylindres en cuivre et de tiges en fer ont été mises au jour près de l'ancienne Ctésiphon, une hypothèse a suggéré qu'elles auraient pu fonctionner comme des piles galvaniques primitives capables de produire un faible courant électrique. Cependant, l'absence de toute preuve contemporaine d'artefacts électroplaqués de la même période, aucun objet ne présentant de dépôts électrochimiques évidents, rend cette interprétation incertaine. L'opinion dominante parmi les archéologues est que ces jarres servaient plus probablement de récipients de stockage pour des rouleaux ou des objets rituels. La lacune ici n'est pas seulement physique, elle est contextuelle. Nous manquons de textes, de vestiges d'ateliers ou de traces d'utilisation qui permettraient de clarifier la véritable fonction de ces dispositifs, même s'ils pouvaient générer du courant dans des conditions expérimentales. Cette tension entre la possibilité fonctionnelle et le contexte historique revient sans cesse. Lorsqu'un dispositif pourrait avoir une fonction technologique, mais qu'aucune trace de cette utilisation ne subsiste dans les archives matérielles ou textuelles, les chercheurs doivent composer avec l'ambiguïté. S'agit-il d'une preuve de connaissance perdue ou simplement d'un artefact d'interprétation erronée? La frontière entre scepticisme et émerveillement est très mince, car nous interprétons autant l'absence que la présence. Un autre exemple riche, mais fragmentaire, est celui de l'éolipile de Héron, une sphère rotative à vapeur décrite au 1er siècle de notre ère par Héron d'Alexandrie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une machine qui ait survécu physiquement, elle est documentée dans des sources textuelles. Elle démontre que les penseurs de l'Antiquité avaient conceptualisé la propulsion à vapeur bien avant la révolution industrielle. Pourtant, nous ne disposons d'aucun vestige d'atelier, de plan ou de traité systématique sur les moteurs pratiques de cette époque. L'éolipile était peut-être un jouet expérimental, conceptuel ou même pédagogique, mais sa documentation textuelle isolée ouvre une brèche. Quelle quantité de connaissances expérimentales n'a jamais survécu sous forme physique? Les lacunes dans l'interprétation apparaissent également de manière frappante dans les techniques de construction.
Prenons l'exemple de la sophistication du béton romain antique, qui reste plus durable dans les environnements marins que de nombreux mélanges modernes. Les scientifiques ont désormais identifié les compositions chimiques clés, notamment les cendres volcaniques réactives et les structures cristallines qui se renforcent avec le temps, mais les proportions exactes du mélange et les connaissances empiriques utilisées par les constructeurs romains ne sont pas conservées dans les archives écrites. Nous savons que cela fonctionnait, mais nous ne savons pas comment ces connaissances ont été transmises ou perdues de manière systématique. Ce type de lacune, entre le résultat évident et l'absence de documentation méthodologique, se retrouve dans toutes les cultures matérielles. De même, les lignes de Nazca au Pérou, d'énormes géoglyphes visibles uniquement depuis les airs, présentent une échelle géométrique et une planification étonnante. Les archéologues ont proposé des techniques d'arpentage et des objectifs rituels, mais aucun outil n'a été trouvé qui explique directement comment les lignes ont été tracées avec une telle fidélité à travers de vastes plaines désertiques. Les preuves physiques, les lignes gravées dans la terre ont survécu, mais le lien cognitif et méthodologique entre la vision, la mesure et l'exécution est absent des archives. Ces exemples révèlent une tendance constante. L'ingéniosité antique était souvent liée à des systèmes de transmission, sociaux, culturels, rituels, qui n'ont pas laissé de documentation systématique. En revanche, la technologie moderne laisse derrière elle un réseau dense de documents, manuels, brevets, processus d'atelier et traçabilité numérique. Lorsqu'un horloger médiéval fabriquait un engrenage, nous disposons des registres de la guilde, des croquis et des apprentissages. Lorsqu'un artisan antique faisait de même, nous ne disposons généralement que de l'engrenage fini, sans aucun contexte explicatif. Cela conduit à un dilemme philosophique au cœur même de l'interprétation. Comment savons-nous ce que nous pensons savoir ? Nos cadres de compréhension des technologies anciennes sont conditionnés par des hypothèses modernes sur la normalisation, la documentation et la reproduction. Lorsque nous interprétons un artefact comme avancé, nous le faisons souvent à travers le prisme de ce qui ne correspond pas à nos attentes, plutôt que de ce qui peut être démontré de manière fiable. Le scepticisme, en ce sens, n'est pas seulement nécessaire, il constitue une barrière contre la construction de récits entiers sur la base instable d'un contexte manquant. Pourtant, le scepticisme peut devenir de l'arrogance s'il nous empêche de voir la profondeur des compétences empiriques que les sociétés anciennes possédaient assez clairement. Les lacunes existent parce que la transmission des connaissances, comme toute activité humaine, est vulnérable à l'oubli, aux perturbations, à la dégradation et à la destruction. Les guerres, les conquêtes et l'effondrement des sociétés ont maintes fois rompu les fils de la continuité intellectuelle. Dans de nombreux cas, ce qui survit, ce sont des artefacts dépourvus de leur échafaudage intellectuel. Un exemple célèbre, en dehors des mécanismes, est l'acier de Damas, prisé pour sa résistance et ses motifs distinctifs. Les métallurgistes modernes n'ont pas réussi à reproduire les propriétés exactes de l'acier de Damas historique, malgré des siècles de progrès métallurgiques. Les méthodes utilisées par les forgerons anciens restent en partie inconnues. Les résultats perdurent dans les lames qui ont survécu. Les connaissances sont fragmentées, une lacune qui met à l'épreuve la patience des scientifiques et des historiens. Dans des fils comme ceux-ci, nous constatons que la fragilité des preuves ne diminue pas leur importance, mais plutôt l'amplifie. Chaque fragment, des engrenages en bronze, corrodés aux jarres en argile énigmatiques, porte en lui une question sur l'ingéniosité et la mémoire humaine. Nos interprétations sont toujours provisoires, susceptibles d'être révisées à chaque nouvelle découverte. L'histoire des machines anciennes n'est pas celle d'un savoir complet perdu, ni celle de mythes sans fondement. C'est une histoire de preuves incomplètes surmontée par une recherche rigoureuse et une humilité prudente. C'est dans ces lacunes que réside le plus grand enjeu philosophique. Elle nous rappelle que la certitude est rare,
et que l'émerveillement commence souvent là où la certitude s'arrête. Nous revenons donc à la question fondamentale. Comment savons-nous ce que nous savons ou ce que nous pensons savoir? Les lacunes ne sont pas seulement des absences, elles sont des invitations à la curiosité qui s'étend à travers le temps, nous mettant au défi de rester à la fois sceptiques et ouverts à la découverte. En retraçant les traces ténues de l'ingéniosité antique, un schéma troublant se dessine. Le génie apparaît de manière sporadique, par fragments, comme si les civilisations s'étaient élevées à des sommets remarquables pour ensuite disparaître, ne laissant derrière elles que des murmures plutôt que des archives. La précision du travail des métaux, l'audace de la conception mécanique, la subtilité de l'alignement géométrique, ces réalisations semblent scintiller à travers le temps comme des étoiles lointaines, brillantes mais éphémères. La question hante tous les historiens, archéologues et penseurs. S'agissait-il d'étincelles isolées de génie ou de preuves de civilisation dont nous ne connaîtrons jamais les contours complets? Considérons les modèles eux-mêmes. À travers les continents, des îles de la mer Égée au désert d'Amérique du Sud, des vallées fluviales de l'Inde aux hauts plateaux d'Afrique de l'Est, nous rencontrons des anomalies qui défient les attentes linéaires du progrès historique. Une maîtrise soudaine de l'alliage, un dispositif mécanique d'une sophistication étonnante, une pierre parfaitement alignée, ce ne sont pas là des réalisations cumulatives. Elles apparaissent, disparaissent, puis sont suivies de siècles de silence. Les lacunes sont profondes. Elles invitent à la spéculation, mais celle-ci doit s'incliner devant l'humilité des preuves. Nous ne pouvons pas reconstruire ce qui n'existe plus. D'un point de vue philosophique, ces zones d'ombre remettent en question notre compréhension du potentiel humain. Peut-être l'histoire n'est-elle pas une échelle de progrès constant, mais un palimpseste de civilisations, certaines perdues, d'autres imparfaitement mémorisées, d'autres encore effacées par le temps et les catastrophes. Ces anomalies suggèrent que la connaissance peut être éphémère, que l'ingéniosité peut s'épanouir puis disparaître, ne laissant que des indices de son existence. Walter Benjamin a réfléchi à la nature fragmentaire de l'histoire, notant que l'histoire est un tas de débris de l'activité humaine. Dans le contexte de ces machines perdues et de ces compétences disparues, les mots de Benjamin résonnent. Ce qui survit n'est souvent pas représentatif de l'intelligence qui a autrefois façonné le monde. Le poids philosophique de ces observations s'intensifie lorsque nous sommes confrontés à l'imagination humaine elle-même. Si des connaissances avancées pouvaient apparaître, comme venues de nulle part puis disparaître, qu'est-ce que cela nous apprend sur les limites que nous nous imposons aujourd'hui? Sommes-nous vraiment les inventeurs des merveilles modernes, ou simplement les redécouvreurs de principes entrevus il y a longtemps par des esprits aujourd'hui réduits au silence? Et plus troublant encore, qu'est-ce qui aurait pu exister d'autre? Machines, systèmes, technologies qui n'a laissé aucune trace. Le silence de l'histoire devient une toile sur laquelle l'esprit projette à la fois émerveillement et regret. À quoi ressemblerait le monde si nous avions hérité de toutes les connaissances de ces civilisations disparues? Notre compréhension de la matière, de l'énergie et du cosmos aurait-elle fait un bond en avant de plusieurs siècles? Nos machines, nos villes, notre conception même du temps et de l'espace porterait-elle une empreinte différente? Et, ce qui est peut-être le plus troublant, qu'avons-nous déjà redécouvert sans le savoir, en empruntant des chemins autrefois parcourus, puis abandonnés par ceux qui nous ont précédés? Les ombres des civilisations disparues nous rappellent une vérité qui nous rend humbles. L'histoire n'est jamais complète et les réalisations humaines sont bien plus riches que les fragments dont nous disposons. Les lacunes, les anomalies, les éclairs fugaces de génie, tout cela nous invite à l'émerveillement, à la curiosité et à la prise de conscience obsédante que nous sommes les héritiers d'un monde dont les vérités les plus profondes pourraient rester à jamais partiellement cachées. Au fil des millénaires, l'inventivité humaine s'est rarement développée de manière isolée. Bien avant les laboratoires scientifiques
ou les usines industrielles, les ingénieurs de l'Antiquité regardaient vers l'extérieur et non vers l'intérieur, cherchant des repères dans les rythmes et les modèles du monde naturel. La nature était leur professeur, leur modèle et leurs contraintes. Les rivières leur ont appris à connaître les courants. Les métaux leur ont révélé leur tempérament caché. La friction et la résonance leur ont parlé dans des murmures subtils que seuls les esprits les plus attentifs pouvaient entendre. Les machines et les appareils que nous découvrons ne sont pas de simples outils. Ils sont la traduction des lois naturelles en actions humaines, un dialogue entre l'observation, l'intuition et la réalité matérielle. Prenons l'exemple de la structure même des métaux et des minéraux. Les forgerons de l'Antiquité connaissaient intimement le comportement du fer, du cuivre, du bronze et de l'or. Le pilier de fer indien, qui se dresse depuis plus de 1600 ans, résiste à la corrosion non pas grâce à un secret mystique, mais grâce à la teneur en phosphore du fer qui favorise la formation d'une couche protectrice à sa surface. Sa durabilité reflète les mécanismes naturels d'autoconservation, une conversation chimique codée dans le métal. Les forgerons qui l'ont forgé ne disposaient peut-être pas de la métallurgie moderne, mais ils ont observé, expérimenté et amélioré leur méthode de manière itérative jusqu'à ce que le matériau lui-même participe à leur ingénierie. Il s'agit d'une technologie guidée non seulement par des règles abstraites, mais aussi par la logique de la matière elle-même. De même, les engrenages, roues et dispositifs rotatifs anciens affichent souvent une efficacité qui suggère que leurs concepteurs comprenaient intuitivement les principes mécaniques, comme si la nature leur avait chuchoté le secret. Les angles, les dents et les surfaces de friction des engrenages ne sont pas le fruit d'un calcul abstrait, mais reflètent des essais, des erreurs et une imitation fidèle des motifs présents dans les coquillages, les plantes et l'articulation des joints chez les êtres vivants. La spirale d'une coquille d'escargot, les segments imbriqués de l'exosquelette d'un crustacé, la rotation fluide d'une gousse, autant de leçons d'économie mécanique ancrées dans les systèmes vivants depuis des millions d'années. Les anciens ont copié ces motifs dans le bronze et la pierre, transformant l'observation en mécanisme. Même la maçonnerie, souvent considérée comme un travail purement physique, illustre ce même principe. Les grands mégalithes, soigneusement alignés, nivelés et polis, ont été taillés en tenant compte de la friction, de l'effet de levier et de la répartition des contraintes, toute propriété observée depuis longtemps dans la nature. Les ingénieurs ont observé comment les pierres de rivière s'usaient au fil des siècles, comment les troncs d'arbres pouvaient se courber sans se briser, comment la glace et la neige répartissaient leur poids sur les surfaces. En traduisant ces observations en techniques de sculpture et de placement, ils ont réussi à maîtriser des forces que les ingénieurs modernes ont du mal à modéliser sans aide informatique. La précision de ces structures n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'apprentissage des mathématiques subtiles intégrées dans le monde physique lui-même. Même les objets cérémoniels ou non utilitaires révèlent un dialogue avec la nature. Les artisans ont codé les cycles du mouvement céleste, la dynamique des fluides et les modèles de croissance saisonniers dans la conception des instruments et des monuments. Les débits d'eau ont été calibrés dans les aqueducs et les fontaines, non seulement pour l'irrigation ou l'exposition, mais aussi pour imiter la puissance douce mais persistante des rivières et des précipitations. Des tiges de bronze, des boules de pierre et des bras pivotants ont été positionnés de manière à tirer parti de l'effet de levier, de la résonance et de l'élan naturel, obtenant ainsi des résultats qui semblent surnaturels aux observateurs des siècles plus tard. Dans tous les cas, ce sont les matériaux eux-mêmes qui ont guidé la conception. La courbure d'un arbre, le poids d'un disque, l'angle de contact, tout cela a été dicté par l'observation plutôt que par des manuels ou des formules abstraites. D'un point de vue philosophique, ces exemples révèlent une vérité profonde. L'ingéniosité humaine consiste souvent moins à imposer un ordre au monde
qu'à lire l'ordre qui existe déjà. Alors que l'ingénierie moderne commence souvent par des équations et des abstractions, les anciens commençaient par leurs yeux, leurs mains et une attention particulière au comportement naturel. Aristote, dans son ouvrage Physique, soulignait que la nature fonctionne selon des principes cohérents et que la compréhension naît de l'expérience et de la raison appliquées conjointement. Les machines anciennes reflètent cette philosophie. Leurs créateurs étaient autant des philosophes naturalistes que des ingénieurs, découvrant les règles inhérentes à la réalité et les mettant en œuvre dans le métal, la pierre et l'eau. L'histoire n'est pas seulement le récit de la survie, c'est aussi le reflet du potentiel. Et dans ce miroir, nous nous voyons reflétés, capables d'émerveillement, de perspicacité et de création. La question ultime demeure, si nous pouvions reconstruire ce qui a été perdu, retrouver toute l'étendue de l'ingéniosité antique, cela changerait-il non seulement notre technologie, mais aussi notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers dans lequel nous vivons? En fin de compte, l'héritage des machines oubliées est un appel à la curiosité, une méditation sur les aspirations humaines et une invitation à imaginer un monde où le génie de nos ancêtres n'est pas seulement admiré, mais compris, accepté et prolongé. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers dans Frontiers of Infinity. Si cet aperçu de l'inconnu a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre pour percer les mystères les plus sombres de l'espace.